le panorama des tendances food tech de l'année. Un tonnerre d'applaudissements pour Mathieu Vincent. Bonjour à tous, merci pour l'accueil. Et peut-être juste pour les slides, je ne sais pas, ou alors revenir en arrière. C'est magnifique, merci. Alors, je vais me mettre juste un timer pour pas vous repasser la matinée ou la journée à parler justement de ce qui se passe dans cet écosystème. Alors, juste peut-être un mot pour me présenter ou me représenter après ce que Mathieu vient de dire. Non, je m'appelle Mathieu aussi, comme ça c'est assez simple. Moi, ça fait un peu plus de 15 ans que je m'intéresse à la foodtech. Avec mon associé, on a créé ce qui était une des premières startups foodtech en France. Peut-être avant que le mot soit vraiment employé de façon commune. C'est un service de coaching nutritionnel qu'on a développé entre 2010 et 2017. On l'a développé, on l'a revendu assez récemment, en 2017, et on a créé Digital Food Lab, tout simplement. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est du conseil auprès de grands groupes agroalimentaires qui essaient dans un premier temps de savoir ce qu'ils devraient regarder, ce qui n'est pas toujours évident en termes d'écosystème d'innovation, et puis ensuite, comment le regarder. C'est-à-dire qu'entre venir à des événements, racheter des startups, investir à incubateur, et ça à une échelle mondiale, ça peut être assez perturbant, et évidemment, il y a toujours une notion de moyens et de retour sur investissement. Donc, ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, ce qui est assez intéressant, parce que quand j'ai eu la discussion, du coup, avec Startup Palace, c'était, bon, l'année dernière, c'était bien, est-ce que tu peux faire globalement ce que tu veux. Donc, je choisis un sujet. Donc, je me suis dit, OK, c'est souvent le plus dur. Quand on vous dit comme ça, choisissez un sujet, parce que une chance sur deux, plutôt deux chances sur trois de tomber à côté. Donc, je me suis dit, ce qu'on va essayer de faire, c'est, dans un premier temps, faire un état des lieux de cet écosystème. Où est-ce qu'il en est aujourd'hui, l'écosystème de la foodtech, et dans un deuxième temps, se concentrer, encore une fois, parce qu'on a toujours un temps limité, sur deux sujets peut-être qui nous tiennent à cœur, ou du moins deux tendances qu'on voit comme les plus discutées aujourd'hui. Donc, l'écosystème de la foodtech, où est-ce qu'il en est aujourd'hui? Commençons peut-être vraiment par revenir aux bases. Qu'est-ce qu'on entend quand on parle de foodtech? Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Donc, pour nous, c'est assez simple. C'est l'ensemble des acteurs qui innovent tout le long de la chaîne de valeur agroalimentaire. Donc, c'est principalement des startups, mais pas nécessairement que des startups. Et ça va donc de l'agriculture jusqu'aux produits transformés, food science, le food service, la restauration et la livraison. Et de plus en plus d'une connexion avec ce qui est lié au consommateur et à la santé. Ensuite, la question, c'est où est-ce qu'on en est, où est l'état de l'écosystème. Je pense que ça vous surprendra pas, vous avez dû en entendre parler. Il y a beaucoup de choses qui vont pas très bien dans cet écosystème foodtech, particulièrement en France. Et je pense que ça se le traduit à peu près à l'écran. Ce que vous avez, ce sont les investissements dans la foodtech à l'échelle mondiale. Globalement, on va dire 3 périodes. Ça a accéléré, on va dire progressivement, puis il y a eu un pic d'excitation 2021-2022, puis une très forte baisse, et maintenant une forme de plateau, où on est aux environs de 3-4 milliards d'investissements par an, à l'échelle, par trimestre, à l'échelle mondiale. On en est là aujourd'hui. Comme vous le voyez, ce que je vous ai mis, c'est la distribution en type d'investissement. Donc vous avez en orange principalement la livraison, puis en vert l'agriculture, et en bleu food science, produits transformés, nouvelles protéines. Donc un écosystème qui va plutôt mal en investissement. Et par contre, si on se demande où est-ce qu'on en est nous en Europe, en fait, ce qui est assez intéressant de ce que je vous ai montré, c'est ce qu'on montre à l'écran, c'est une distribution des investissements selon les différents pays ou différentes zones géographiques. L'Europe s'en tire pas trop mal, et ça c'est plutôt nouveau, c'est plutôt récent, ça fait plutôt 4-5 ans. En fait, avant, l'Europe c'était plutôt un petit nain de la foodtech, jusqu'à il y a 4 ou 5 ans. Et maintenant, ce qu'on aime bien dire, c'est qu'on a une plus grosse part d'un plus petit gâteau. Donc au moins on peut voir cet aspect positif en Europe. L'Europe est vraiment mise au centre et est un des 3 écosystèmes qui comptent dans la foodtech.
Ensuite, si on descend d'une échelle, parce que évidemment, ce qui peut nous intéresser, c'est évidemment ce qui se passe ici. Ce que vous avez, c'est la distribution selon les différentes années, de 22 à 2024 jusqu'au troisième trimestre, dans les différents pays européens, au moins les leaders. En gros, en Europe, vous avez deux leaders, la France et le Royaume-Uni, deux écosystèmes clés, diversifiés, où il se passe plein de choses, où il y a des startups dans à peu près tous les domaines. Vous avez l'Allemagne et les Pays-Bas avec des gros écosystèmes très concentrés, donc quelques startups un peu cool, toutes les raisons. Et puis ensuite, vous avez globalement tous les pays du nord de l'Europe, plus l'Espagne, qui sont très concentrés sur les protéines alternatives et qui ont chacun un petit écosystème qui vaut le détour. Ça, c'est à peu près l'Europe. Et donc, vous voyez que c'est pas du tout uniforme. L'Italie n'est pas sur cette carte. Globalement, il n'y a pas trop d'écosystème food tech. Il y a plein de pays en Europe, l'Europe de l'Est, etc., qui ne sont pas présents. Donc, ça vous donne un ordre d'idée, et aussi ça vous montre le déclin en France, au Royaume-Uni, moins 70% en 2 ans. C'est assez violent, notamment parce qu'une startup, ça va se financer tous les 2 ans à peu près, 18 à 24 mois. Donc, toutes celles qui ont levé en 2021 ou 2022, vous voyez que là, elles essayent de retourner chercher de l'argent chez leurs investisseurs pour grossir, grandir. Il n'y a pas d'argent pour elles aujourd'hui. D'où la suite des convenus qu'on entend, ce dont vous avez certainement entendu parler sur Insect, etc. Et donc, si on se concentre sur notre écosystème français et on voit ce qui se passe, ce qui est assez amusant, c'est qu'en fait, on a une courbe qui est similaire mais décalée dans le temps. Ça commence beaucoup plus tard et le pic est en 2022 au lieu de 2021. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup de financement dans les insectes de façon générale en France. Et depuis un déclin assez notable. C'est pas catastrophique, mais vous voyez, le bon an mal an, on est revenu à 2018-2019 en termes d'investissement. Donc, c'est plutôt un retour en arrière. Ce qu'il faut dire, c'est à l'échelle mondiale, on est revenu à 2016-2017. Donc, c'est moins catastrophique, mais c'est quand même pas très heureux, notamment parce que ce que vous voyez, c'est tout ce qui est investissement dans les choses de long terme, agriculture, food science, qui sont plutôt en déclin. Et s'il y a une chose peut-être qui nous inquiète vraiment, voilà, ça c'est la version très honnête de comment est-ce que nous on le voit aujourd'hui, c'est si on regarde dans quel type de start-up vont ces investissements, notamment en termes de maturité. Ce que vous avez en fait de gauche à droite, c'est la distribution des investissements sur 3 ans selon la maturité. Donc Seed, probablement c'est une start-up qui vient d'émerger, elle lève 500 000 € pour commencer à faire des choses. CBA, 1 million, 2, 3 millions, là on a commencé à valider quelque chose. Et puis ensuite, là on commence à être sur de l'accélération. En fait, ce que vous voyez en orange, ce sont les investissements en 2024 en France, en distribution selon ces avancées. Et en fait, là on est surpris, c'est que la baisse, elle est extrêmement forte sur le Seed et sur la série A. C'est valable partout, c'est valable en Europe, c'est valable dans le monde. Et en fait, c'est assez fâcheux parce que globalement, ça c'est le futur. Donc, si ça, c'est pas financé, s'il n'y a pas les chèques de 300 à 500 000 € maintenant, il n'y aura pas de start-up dans lequel mettre 1, 10, 15, 100 millions dans 2 à 5 ans. Donc, aujourd'hui, c'est ce qu'il y a de plus dangereux dans cet écosystème, c'est l'absence de financement et de start-up. C'est les deux se tiennent. On voit aussi beaucoup moins de nouvelles start-up créées depuis à peu près 1 an. Ça sera, je pense, le sujet le plus important et le plus dangereux à moyen terme. Donc, comme je vous disais, si on fait un état des lieux, il y a à peu près 2 raisons de s'inquiéter. On a moins d'investissement en early stage, ça c'est dangereux, c'est probablement temporaire, donc il faudra voir si c'est toujours valable dans 6 mois, dans 1 an. Et ensuite, il y a évidemment une problématique qui est plus large, une forme de désillusion, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont mis de l'argent à tous ces étages, à tous ces niveaux de maturité, et puis qui se demandent maintenant, quand la sortie, quand est-ce que cette startup elle se vend, qui est-ce qui la rachète, et on voit qu'il y a très peu de rachats en Europe, et un écosystème, tout simplement, il vit de ça, c'est-à-dire qu'à la fin, les investisseurs, ils attendent quelque chose, qui est un retour, et vu qu'on voit très peu de rachats, par des industriels notamment, pas de rachat, plus envie d'investir ou de prendre du risque. Ensuite, évidemment, si on regarde plutôt du côté du verre à moitié plein, évidemment, ce pivot il est extrêmement douloureux, ce qu'on est en train de voir en ce moment, il y a beaucoup de startups qui font faillite.
Si on est très honnête, dans la plupart des cas, c'est des choses qui méritaient de faire faillite, ou du moins qui ne méritaient pas d'avoir été financées. Donc on a un recentrage. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui redécouvrent la notion de rentabilité, d'avoir, comment dire, un chemin vers la rentabilité, ce qui n'était plus du tout le cas il y a 2 ans. Ça, c'est un point quand même intéressant. Il y a beaucoup de technologies qui s'approchent de la maturité, ce qui est assez étrange quand on voit moins de financement, mais on a quand même beaucoup de technos, notamment dans les protéines alternatives, dans l'agriculture, qui sont prêtes, quasiment prêtes à être déployées à grande échelle. Ça, c'est un point extrêmement positif. Et on a aussi, et c'est causé par cette baisse des investissements, beaucoup plus de partenariats entre industriels et startups. Tout simplement parce que il y a 3 ans, les startups se disaient non, je ne vais faire aucun partenariat avec les industriels, je vais aller tout seul jusqu'au bout, je vais construire une marque, je vais remplacer l'industriel. Maintenant, il n'y a plus d'argent pour ça. Donc, tout simplement, on voit des 2 côtés, à la fois des industriels, parce que les technos sont matures, et des startups, parce qu'il y a besoin de validation de la part d'industriels pour se faire financer, beaucoup plus de partenariats qui font du sens. Parce qu'il y avait des partenariats peut-être il y a 2 ou 3 ans, mais ça ressemblait plus à des communiqués de presse bien habillés qu'à du concret. Donc, comme je vous le disais, une fois qu'on a fait ce tour de l'état des lieux de cet écosystème, ce que je me suis dit, ce qui serait intéressant, c'est de se concentrer, de prendre du temps pour faire un focus sur 2 sujets qui sont ceux dont on entend le plus parler et qui tournent au sens large autour de cette thématique de l'impact de l'alimentation. Comme je l'ai dit tout à l'heure, cet impact et cet écosystème de la food tech, il a une raison d'être, c'est de contribuer à ce que nous on appelle une nouvelle révolution alimentaire et de répondre à des grands défis que vous connaissez évidemment, qui sont le lien entre alimentation et climat, entre climat et alimentation aussi dans l'autre sens, le lien entre alimentation et maladie, qui sont de plus en plus nombreuses, les maladies non communicables ou non héritables, et évidemment le lien entre climat, alimentation et population et changement démographique, qui dans nos pays est lié au vieillissement et dans beaucoup d'autres pays est lié au fait qu'il y a de plus en plus de gens qui deviennent riches, qui est très bien, qui mangent comme nous, mais ce qui a aussi des conséquences sur le climat. Et ce que l'on voit aujourd'hui, c'est un recentrage de cet écosystème sur 2 thématiques. Réduire l'impact de l'alimentation sur l'environnement et sur notre santé, avec pas mal de problématiques qui sont toujours autour du sujet de comment est-ce qu'on va financer ces changements. Donc, si on regarde ce que vous avez à l'écran, c'est notre cours de tendance à jour tous les ans, c'est qu'est-ce qu'on voit en termes de différentes tendances. Bon, en général, en bas à gauche, quelque chose apparaît, il est découvert, ça monte, on a de plus en plus de startups, il y a une excitation, tout le monde en parle, c'est le futur. Puis on découvre que ça marche pas tout à fait, qu'il n'y a pas de modèle économique, on est très loin de la rentabilité. À peu près à ce moment-là, tous les gens qui vous disaient qu'ils y croyaient et que c'était le futur, vous dites qu'ils n'y ont jamais cru. Il y a une forme de désillusion, la plupart des startups font faillite. Puis, potentiellement, c'est pas toujours le cas, certaines startups réémergent, de nouveaux acteurs réinventent des modèles économiques et les technologies et les écosystèmes finalement font partie de notre vie quotidienne, comme certaines choses comme la livraison de restaurant. Donc, sur nos 2 sujets, de durabilité et deuxième point que je présenterai de healthy aging, on a énormément des tendances qui sont constitutives de la food tech, en fait, qui couvrent ces 2 sujets. Donc, si on se concentre sur l'impact environnemental, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a à peu près 2 grandes catégories. Ça va être réduire l'impact de l'alimentation sur le climat et réduire l'impact du changement climatique sur l'alimentation. Parce qu'aujourd'hui, il fait plus chaud dans certains pays, il y a moins d'eau, et en fait, tout simplement, pour donner un exemple, les vaches au Maroc, elles produisent beaucoup moins de lait qu'elles n'en produisaient, et demain, elles en produiront beaucoup moins. Donc, qu'est-ce qu'on fait face à ça? Donc, c'est pas que réduire l'impact de l'alimentation sur le climat, mais c'est aussi l'inverse. Et donc, on a beaucoup de tendances. J'ai choisi de nous concentrer peut-être sur 3 que je trouve particulièrement intéressantes et aussi révélatrices de ce qui se passe et de l'écosystème européen. Donc, les nouveaux intrants,
la réduction du méthane émis par les vaches, un sujet toujours très sensible en France et peut-être même encore plus ici, et la mesure et l'analyse du carbone et des bonnes pratiques environnementales qu'on essaye de pousser aux agriculteurs. Donc, premier sujet, les intrants. Pour vous donner un chiffre, les intrants azotés qu'on met dans le sol, c'est à peu près 2% du changement climatique. Donc, juste ça, on a 2 petits pourcents, c'est pas négligeable du tout, du changement climatique. Pour donner un ordre d'idée, l'aviation, c'est 3. Donc, on n'est pas très loin de l'impact de l'aviation, juste avec les intrants agricoles. Et la question, et ce qui est regardé aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on peut créer comme bio-intrants, bio-pesticides, bio-contrôle, qui donc sont organiques, vont ne pas endommager le sol, l'environnement, voire améliorer la qualité du sol. Donc, avec 2 exemples, par exemple, une startup belge qui s'appelle Affair, vraiment l'exemple de ce qu'il faudrait qu'on fasse plus en Europe, créé par des labos qui se sont réunis, qui ont ensemble créé une techno et qui en ont fait une entreprise, donc des biostimulants ou quelque chose de beaucoup plus local français et de la région, Toupie Organics, que vous connaissez peut-être, qui récolte sur des festivals de l'urine humaine et qui, par un processus chimique, le transforme en un bio-intrant par définition pour l'agriculture. Et qui ont déjà levé 20 millions et récolté plusieurs millions de litres de cette urine utilisée en France et en Allemagne. Deuxième sujet, sujet de taille, le méthane. Donc le méthane, globalement, c'est un tiers l'énergie, le gaz, globalement les pipelines qui fuient, un tiers autre et un tiers l'agriculture. Et dans l'agriculture, c'est ce tiers, ça va être sur ces 30%, 10 c'est le riz, c'est plutôt l'Asie du Sud-Est, et 20% c'est les vaches. Donc le méthane, pour vous donner un ordre d'idée, ça dure 12 ans dans l'atmosphère, et c'est si on le mesure sur une centaine d'années, c'est 60 à 80 fois plus puissant que le CO2. Donc c'est un problème, et ce qu'il y a de bien, c'est que si on résout le problème du méthane, ça a une conséquence assez immédiate sur nos émissions. Le problème, c'est que les vaches, elles ruminent, et elles émettent beaucoup de méthane, et que on consomme de plus en plus de bœuf et de lait à l'échelle mondiale. Donc, beaucoup de solutions qui sont en train d'être développées, et ce qui est assez fascinant, c'est que cet écosystème n'existait globalement pas il y a 3 ou 4 ans. C'était un peu de recherche, et que là, maintenant, on a des startups partout dans le monde, plutôt Australie, Nouvelle-Zélande, États-Unis, mais qui innovent donc, sur des choses qui sont là plutôt comiques, parce que ça n'a pas de vocation à être vraiment déployé sur des masques, c'est essayé, ça marche pas trop, mais plutôt sur ce qu'on va donner un peu de supplément alimentaire, un complément alimentaire aux vaches, à base d'algues notamment, qui pourraient réduire leurs émissions de 20 à 50%. Il y a d'autres types de compléments qui sont en train d'être développés, ou des vaccins qui modifient, des vaccins ARN, on est tous familiers maintenant, qui modifient le microbiote de la vache, tout simplement, pour qu'elle émette moins de méthane, voire qu'elle n'en émette quasiment plus du tout. Ce qui est encore une fois fascinant, c'est que ça n'existait pas. C'est un sujet qui a été porté à l'attention du public et des industriels notamment, qui ne voulaient pas trop en parler au moment des 2 dernières COP. Danone et d'autres industriels se sont regroupés. Il y a un fonds d'investissement de plus de 200 millions et on est vraiment passé de quelque chose qui n'existait pas à 10-15 startups qui sont vraiment sexy et qui sont en train de se déployer. Par exemple, celle sur que je mentionnais sur les vaccins, inconnue il y a 3 ans, et on parle de commercialisation 2027. Donc ça va extrêmement vite. Dernier point, sur le sujet de l'agriculture, le problème, je pense que vous en avez tous entendu parler, on dit qu'il faut faire de l'agriculture régénératrice. Ok, très bien, il y a, j'allais dire, 3 défis. Le premier, c'est qu'il faut expliquer quoi faire, parce que il n'y a pas un set de practices que vous pouvez implémenter selon tel ou tel agriculteur, il faut vraiment les définir selon son champ, son inclinaison, ce qu'il produit, etc. Donc, accompagner l'agriculteur. 2, il faut mesurer que ça ait un impact, parce que à la fin, si on veut créer un financement lié au carbone capté par le sol, il faut pouvoir mesurer qu'il y a vraiment quelque chose qui a été fait, qui a été déjà mis en place concrètement, et ensuite qu'il y ait vraiment du carbone capté dans le sol. Et troisièmement, il faut trouver comment est-ce qu'on finance ça. Et c'est là le plus gros problème, et d'ailleurs c'est lié à mes 2 autres sujets, parce que mes bio-intrants et mes solutions pour les vaches,
la vache, elle ne produit pas plus de lait à la fin. Donc, vu que le consommateur n'est pas prêt à payer 1 centime de plus pour son fromage ou son lait, il va falloir trouver une solution. Donc, on a tout un écosystème qui est en train de se mettre en place, qui est assez intéressant, d'acteurs qui vont être, dans un premier temps, là pour accompagner l'agriculteur. Donc, je veux dire, quoi faire selon son champ, etc., via des mesures satellites. Un écosystème au milieu qui est en train d'émerger, parce qu'on l'avait un peu oublié, mais en effet, il faut mesurer ce qui se passe. Donc, des gens qui vont soit avec des solutions pour aller mesurer dans le sol, via des satellites, savoir combien de carbone a été concrètement stocké. Aujourd'hui, on n'en sait absolument rien. On parle d'agriculture régénératrice, mais on ne sait pas combien, quand, comment le carbone a été stocké. Et puis, troisièmement, le sujet d'émettre, certifier ces crédits carbone, puis de les revendre potentiellement à des acteurs industriels, même si c'est aujourd'hui un petit marché qui ne pourra évoluer que via la réglementation. Donc, ça c'était mon premier point. L'impact, comme on l'entend souvent en Europe, sur l'environnement. Il y a un deuxième sujet qui, peut-être personnellement, je trouve le plus intéressant aujourd'hui, c'est l'impact de l'alimentation sur notre santé. Aujourd'hui, notre alimentation au sens collectif a un impact négatif sur notre santé. Alors on mange tous à notre faim, on mange peut-être tous un peu trop et un peu trop de produits transformés. Donc il y a toute une thématique qui se développe qu'on appelle le healthy aging. Ce que je vous présente à l'écran, c'est un peu comment est-ce qu'on peut le définir, ce healthy aging, parce qu'en fait c'est l'intersection de plein de choses. Donc il y a tout ce qui est longévité. La longévité, c'est quand désolé, je vais être trivial, mais quand vous êtes déjà un peu vieux et que vous voulez vivre plus longtemps. Il y a l'alimentation senior, c'est quand vous êtes déjà bien vieux, mais que vous ne pouvez plus faire à manger vous-même. Vous avez ce qu'on appelle food as medicine. Donc c'est vous alimenter en espérant avoir un impact sur votre santé, beaucoup de choses, les compléments alimentaires, etc. Et la personnalisation, qui est ce rêve de, on est 50, 100, 150 dans cette salle, d'avoir autant de prescriptions alimentaires différentes basées sur notre génome, notre microbiote, notre activité et nos objectifs. Et au milieu de tout ça, il y a ce que nous on appelle le healthy aging, qui est globalement l'idée non pas de forcément vivre plus vieux, mais de vivre plus vieux en bonne santé via l'alimentation. Donc, ça couvre évidemment un grand nombre de sujets, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Et en fait, ce qui est assez excitant aujourd'hui, c'est que tous les acteurs qui font ce que l'on appelle les protéines alternatives, ces technologies, agriculture cellulaire, molecular farming, etc., dont on va reparler, en fait, concrètement, aller vendre une protéine qui va aller se concurrencer avec le porc ou le poulet, c'est pas évident financièrement. Même environnementalement, c'est pas toujours évident. Alors que utiliser cette technologie pour fabriquer des ingrédients qui vont avoir un bénéfice santé, là, économiquement, tout de suite, on arrive un peu plus sur du sens. Et si vous vous souvenez de ce que je vous ai montré au début, il y a moins d'investissement et il y a une demande d'être plus profitable, plus vite, d'où le lien qu'on peut faire, et on voit beaucoup de startups qui se réinventent de protéines alternatives vers cet écosystème du healthy aging. Pourquoi est-ce qu'on en parle aujourd'hui? Pourquoi est-ce que ça excite tout le monde? Globalement, parce que beaucoup d'acteurs de l'agroalimentaire ont un peu peur. Ils voient toute cette thématique. Vous avez peut-être entendu parler Ozempic, Wegovy, Novo Nordisk, tous ces fabricants de ces nouveaux médicaments qui ont un impact, notamment sur l'obésité. L'idée est très simple, vous faites une injection tous les mois et vous allez perdre en moyenne 20 à 30% de votre masse corporelle, perdre une perte de poids conséquente, soutenue dans la durée, sans trop de difficultés. C'est entre guillemets perçu comme magique par beaucoup de consommateurs et ça fait peur à beaucoup d'acteurs de l'agroalimentaire aujourd'hui. Et donc, il y a toute une idée de dire, OK, il faut qu'on réinvente notre gamme de produits avec des choses plus saines. Donc, on voit à peu près 3 thématiques, des produits et autour du complément, le coaching et ce dont je vous parlais, les ingrédients de demain. Donc, il y a tout un sujet autour d'ingrédients et de produits qui ont une promesse autour de mieux vivre, de longévité. Donc, beaucoup de compléments alimentaires. Mais au-delà de ça, si on essayait de les regrouper en quelques catégories, on a énormément de choses aujourd'hui et c'est là où il y a beaucoup d'excitation sur 2 thématiques, le glucose, la gestion de votre glucose, et deuxièmement sur la santé mentale, un truc qu'on voit assez peu en Europe, mais qui vient des États-Unis et qui finira par arriver, comment être mieux concentré, plus en forme, etc., en prenant des compléments ou des boissons. Tout ce qui est autour du coaching, des services, des devices,
donc des petits patchs à glucose que vous pouvez vous mettre sur le bras, comme les diabétiques, pour mesurer votre glucose, comme tous ces capteurs que vous pouvez essayer. C'est assez excitant. Aujourd'hui, peut-être pour le résumer, c'est si vous prenez, et c'est ça le problème, chacun de ces tests, que ce soit génome, microbiote, glucose, ils vont tous vous donner des résultats différents, parce qu'ils mesurent quelque chose de différent. Il y en a qui sont prédictifs, comme le génome, vous avez un risque de, et le microbiote, il mesure à un instant donné, c'est quelle est votre évolution de glucose dans le sang en fonction de ce que vous faites. Et donc, c'est absolument pas intégré, et aujourd'hui, c'est absolument illisible pour le consommateur. Donc, il y a une vraie question de réussir à faire quelque chose déjà d'acceptable, parce que test microbiote, concrètement, beaucoup de gens ont envie de le faire, parce qu'il faut aller ramasser des sels dans sa cuvette et les envoyer par la poste. C'est pas l'expérience la plus excitante pour commencer la journée. Le capteur glucose, quand ça pique, donc là, c'est une petite aiguille, etc. Donc, aujourd'hui, c'est encore extrêmement compliqué d'avancer là-dessus, et notamment de les intégrer. Là où on voit, par contre, le plus d'intérêt et le plus d'investissement en ce moment, c'est ces ingrédients du futur. C'est-à-dire, toutes ces technologies qu'on avait inventées pour les protéines, finalement, on se dit qu'elles ont d'autres usages. Donc, par exemple, je vais vous en donner deux. Vous avez une start-up belge qui s'appelle Inbiose, qui travaille sur des HMOs, donc j'ai encore oublié des oligosaccharides. Voilà, comment est-ce qu'on le dit en français. Concrètement, c'est des protéines qui sont présentes dans le lait maternel, des protéines laitières du lait maternel, et qui ont, premier bénéfice, de pouvoir être ajoutées à du lait infantile, donc améliorer sa qualité, et deuxième bénéfice, qui sont absolument incroyables en termes d'immunité ou de bénéfices immunitaires, et qui pourraient être ajoutés pour des personnes qui font du sport à haut niveau, puis à des personnes qui se voient comme des personnes qui font du sport à haut niveau, à des personnes âgées, etc., etc. Donc, ça, c'est clairement un des gros axes de recherche. Vous avez quelque chose autour du sucre aujourd'hui. Comment est-ce que je remplace le sucre dans une recette par une nouvelle protéine qui est aussi sucrante, mais qui n'a pas de calories, qui n'a pas d'impact sur le glucose, etc., etc. Donc, vous avez peut-être 50, 100 startups qui se sont créées dans les 10 dernières années sur le sujet du sucre. Et vous avez des acteurs qui, je trouve cette startup fascinante, vous allez sur son site, Chiru, ils ont une marketplace, c'est un peu comme Amazon, hein. Vous pouvez explorer, ils ont analysé des centaines de milliers de plantes et ont découvert dans leur génome des protéines d'intérêt. Donc des protéines qui ressemblent à de la caséine, protéines laitières, qui ressemblent à du sucre, qui ressemblent à telle ou telle protéine. Vous pouvez les commander, quelques grammes, et si globalement vous pouvez les acheter la propriété intellectuelle de cette protéine et la produire via une technologie de fermentation à l'échelle, et donc trouver des protéines naturelles, ce qui est toujours un mot important si on parle de colorants, d'ingrédients, etc., pour remplacer des choses qui posent problème aujourd'hui dans l'alimentation. Donc, ce qui est bizarre, c'est qu'en effet, sur ces deux sujets, on est un peu en paradoxe, c'est qu'il y a beaucoup moins d'argent au sens global, mais on est beaucoup plus près de voir ces produits sur le marché. Certains le sont déjà. Je vous ai parlé de sucre alternatif, etc. Ils sont pour certains déjà autorisés aux États-Unis, pour un peu plus compliqué chez nous. Il y a beaucoup plus de partenariats qui font du sens, d'acteurs industriels, des gens qu'on connaît bien, des acteurs français, Dell, Danone, etc., et des acteurs étrangers en train de travailler ou de mettre sur le marché ces produits. Maintenant, il y a une vraie question qui est comment est-ce qu'on va financer ça, notamment sur l'impact environnemental. Concrètement, ces bio-intrants, ces solutions pour émettre moins de méthane, etc., à la fin, ça ne peut passer que par deux choses. Soit une augmentation du prix pour le consommateur visible, donc avoir un produit vert versus un produit normal, ce qui est improbable, ou une forme déguisée ou non de taxe carbone qui pourrait permettre le financement de ces solutions. Et puis ensuite, sur tous ces nouveaux ingrédients qu'on a montrés, forcément, comment est-ce qu'on va créer des nouveaux services, des nouveaux modèles économiques pour les rendre accessibles au plus grand nombre de consommateurs. Et ça, aujourd'hui, c'est pas encore, on va dire, très clair. Merci. J'espère que c'était clair sur cette introduction et ces deux points. Et peut-être vous pourrez me dire si on a un peu de temps pour des questions.
Est-ce que vous avez des questions? Quelle est votre vision sur l'impact de réglementation? Quel est son impact réel pour freiner ou en tout cas accélérer l'émergence de ces innovations sur il peut être double. En effet, aujourd'hui, il est plutôt un frein, notamment si on parle de protéines alternatives. En Europe, le régulateur est un peu lent et pas très allant sur le fait d'avancer sur ces sujets. Donc, ce qui fait que beaucoup d'acteurs européens se disent on bénéficie d'un bon écosystème pour se créer ici, pour faire la recherche ici, mais notre marché et potentiellement notre commercialisation, donc notre production sera à l'étranger. Ça, c'est plutôt une limite. Mais par contre, il faudra qu'il y ait une forme de réglementation incitative. Il y a souvent une comparaison qui est faite avec les voitures électriques. On n'achète pas une voiture électrique si, encore aujourd'hui, s'il n'y a pas le bonus. Et toutes les premières usines, Tesla est un bon exemple, tout le financement des premières entreprises de voitures électriques se sont faits avec de l'argent public. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, si on compare les deux sujets, quand vous achetez de la viande ou du lait, c'est quasiment l'inverse. Vous avez un 20-30% du prix qui est de la subvention, mais pour le produit dont on parle de le substituer. Donc il y aura forcément une évolution nécessaire à un moment. J'ai une question sur les tendances. Vous nous avez parlé de la baisse des financements. Vous avez parlé des tendances qui sont en train d'arriver à soit maturité ou pas. Est-ce que vous avez une information sur le croisement des deux? En gros, qu'est-ce qui résiste finalement le plus? Qu'est-ce qui est financé? Et qu'est-ce qui finalement dans tout ça n'est pas financé ou en train d'émerger? Oui, si, comme je le montrais rapidement en fait sur cette courbe, tout ce qui est un peu en haut qui génère de l'excitation, notamment ce dont on vient de parler. Donc aujourd'hui, vous avez un projet vaguement ficelé pour réduire le méthane des vaches. Ça, aujourd'hui, ça se finance très facilement. Par contre, vous voulez financer une ferme d'insectes, un peu plus dur, soyons honnêtes. Donc, en effet, c'est très lié à une forme d'ambiance autour de certaines thématiques. Donc, il y a des thématiques qui continuent à très bien se financer. Tout ce qui est ingrédients, healthy aging, etc. se finance excessivement bien, notamment s'il y a une preuve de partenariat, s'il y a un industriel derrière, qui est une clé quasiment nécessaire. Par contre, les projets orientés consommateurs, les nouvelles marques, etc., ça c'est dur, voire très dur. Oui. Vous avez parlé des défis en termes d'emballage et l'impact des choses avec cette recherche pour revoir notre impact sur l'emballage et sur l'emballage. Quelle est la situation à la base aujourd'hui et pour moi, c'est une tendance vraiment partout. C'est une très bonne question. En effet, il y a ce qu'on voit, il y a ce qu'on ne voit pas. Et il y a ce qu'on ne voit pas et qu'on aimerait voir. Et l'emballage est clairement dans cette troisième catégorie. Pour faire simple, il y a très peu de choses. Il y a très peu, notamment parce que travailler sur de l'emballage alimentaire pour une jeune entreprise, pour une startup, c'est super compliqué. Il vaut mieux travailler sur de nouveaux matériaux à destination de l'industrie, de l'habillement, etc. Et peut-être avoir en clé de développement à long terme l'emballage alimentaire. Mais un emballage alimentaire, c'est plein de contraintes. Ça doit résister à plein de choses, etc. Et surtout, ça doit être pas cher. Aujourd'hui, il y a des améliorations, mais elles sont plutôt incrémentales et portées par l'industrie. Est-ce qu'on voit des innovations de rupture dans les emballages? Assez peu. Il y en a, hein, mais elles sont en taille relativement moderne. Je crois qu'il faut qu'on s'arrête. Un tonnerre d'applaudissements, merci.